Dans les laboratoires de neurosciences de l'université de Yale, une révolution silencieuse est en cours. Pour la première fois dans l'histoire, nous pouvons observer un cerveau dépressif en temps réel. Scanner après scanner, les images révèlent quelque chose de stupéfiant. Imagine que ton cerveau, c'est un peu comme un orchestre symphonique de 86 milliards de musiciens. En temps normal, chaque section joue sa partition avec une précision stupéfiante. Les cordes de la sérotonine murmurent la mélodie du bien-être, les cuivres de la dopamine sonnent les fanfares du plaisir, et les percussions du cortisol marquent le tempo de l'alerte sans jamais couvrir l'ensemble. Et le chef d'orchestre ? Eh bien, c'est un réseau complexe de régulation qui synchronise cette symphonie permanente. Mais dans la dépression, c'est comme si le chef d'orchestre avait quitté la salle en plein concert, et encore pire, comme s'il avait emporté la partition avec lui. Résultat attendu, une cacophonie neurobiologique totale. La sérotonine produite à 90% dans ton ventre ne remonte même plus correctement vers ton cerveau. La dopamine fait littéralement la grève, et l'axe du stress reste coincé en alarme rouge permanente. Ton système immunitaire se retourne contre tes propres circuits cérébraux. Ce qui est captivant, c'est que cette cacophonie, nous pouvons aujourd'hui l'observer note par note, instrument par instrument. Mais surtout, et c'est là la révolution, nous avons maintenant un arsenal thérapeutique inédit pour remettre de l'ordre dans ce chaos. Eskétamine qui court-circuite les anciens circuits en quelques heures. Neuromodulation qui redémarre les zones en panne. Psychothérapie qui reprogramme les patterns mentaux, et exercice physique qui relance la production naturelle des neurotransmetteurs. Alors, plongeons ensemble dans cette symphonie brisée pour comprendre exactement ce qui la dérègle, et aussi, et surtout, comment nous pouvons aujourd'hui la réparer. Bienvenue dans Hypnose et hérésie, une anatomie de l'invisible. Je suis Maëva, hypnothérapeute et préparatrice mentale. Ici, on explore ce que l'on préfère taire, les croyances limitantes, le stress, les peurs et les illusions du développement personnel. Bienvenue à toi dans cet espace où la complexité humaine n'est pas aplatie mais célébrée, où les contradictions sont explorées plutôt qu'effacées. Chaque épisode t'invite à une plongée profonde, où nous prendrons le temps d'examiner les nuances et les mécanismes subtils qui façonnent notre expérience intérieure. La sérotonine, le violon désaccordé. Commençons par démolir un mythe tenace. Pendant des décennies, l'industrie pharmaceutique t'a vendu l'idée que la dépression venait d'un simple manque de sérotonine dans le cerveau, comme une voiture qui n'a pas d'essence. Cette simplification est criminelle. Première révélation troublante, environ 90% de la sérotonine n'est pas produite dans ton cerveau mais dans ton intestin. C'est ton ventre qui fabrique la plupart de ces molécules de bonheur. Ton système digestif est littéralement ton deuxième cerveau émotionnel. Deuxième révélation, des recherches récentes montrent que le stress chronique enflamme ta muqueuse intestinale. Et cette inflammation, elle perturbe la production de sérotonine, qui ne peut plus alors remonter correctement vers ton cerveau via le nerf vague. Le nerf vague, c'est ce câble de communication entre tes deux cerveaux. Donc traduction concrète. Oui, ton boss toxique peut littéralement incendier ton ventre, qui cesse alors de produire les notes harmoniques de ton bien-être. Cette sensation de boule au ventre avant une réunion stressante, elle n'est pas psychosomatique. C'est ton deuxième cerveau qui hurle. Mais voici là où ça devient fascinant. La sérotonine ne se contente pas de réguler ton humeur. Elle contrôle aussi ton sommeil, ton appétit, ta libido, ta digestion et ta perception de la douleur. Donc quand ce système se dérègle, ce n'est pas juste le moral qui plonge, c'est tout l'écosystème biologique. Ton premier cerveau et ton deuxième cerveau jouent en permanence en duo, donc quand l'un se dérègle, l'autre, il suit forcément. C'est pourquoi tant de personnes en phase dépressive souffrent aussi de troubles digestifs, d'insomnie et de douleurs inexpliquées. La dopamine, quand le moteur de la motivation cale. La dopamine, c'est bien plus que le neurotransmetteur du plaisir. C'est ton carburant existentiel. C'est le signal biologique qui te dit « cette action vaut la peine d'être répétée ». Donc chaque fois que tu accomplis quelque chose, même lever le bras pour attraper un verre d'eau, tes neurones dopaminergiques dans l'aire tegmentale ventrale libèrent cette molécule qui murmure à ton cerveau « oui, c'était bien, viens on recommence ». Donc sans dopamine, pas de motivation,
pas d'envie, pas de projet, no futur. Dans la dépression, ces récepteurs dopaminergiques deviennent comme des serrures rouillées par des années de négligence. Donc même quand la dopamine frappe à la porte, toc toc, elle n'arrive plus à ouvrir la sensation de satisfaction. C'est l'anédonie, cette extinction progressive et terrifiante du plaisir. Et les activités qui te procuraient de la joie, écouter de la musique, voir tes amis, faire l'amour, manger quelque chose de délicieux, deviennent neutres. Pas douloureuses encore une fois, juste neutres et vides. Comme si plus rien ne procurait de satisfaction. Ni les petits plaisirs du quotidien, ni les grandes réussites, et pas même la présence de ceux que tu aimes le plus au monde. Imagine, c'est comme vivre en permanence en manque de quelque chose. Sauf que cette drogue qui te manque, c'est la capacité même à ressentir que la vie vaut la peine d'être vécue. Ton système de récompense interne fait littéralement la grève. Il refuse de sécréter la moindre gratification pour tes efforts, un peu comme un patron qui arrêterait de payer ses employés. Au bout d'un moment, ils arrêteraient de travailler. Le BDNF, quand le cerveau arrête ses travaux de rénovation. Autre musicien crucial de cet orchestre déréglé, le BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor. Pardon pour cet énième massacre, je suis désolée. Le BNF, c'est tout simplement le facteur de croissance du cerveau. C'est un peu comme l'équipe de maintenance et de rénovation de ton système nerveux. Ronald Duman-Ayel a montré dès 2002 que ce facteur chute drastiquement dans l'hippocampe des patients dépressifs chroniques. Et cette découverte a révolutionné notre compréhension de la dépression. Donc dans un état dépressif, le cerveau cesse en partie de fabriquer de nouveaux neurones et de réparer les connexions endommagées par le stress quotidien. C'est comme une ville qui arrêterait d'entretenir ses routes, ses ponts et ses bâtiments. Certaines IRM révèlent même une réduction physique du volume de l'hippocampe, la centrale émotionnelle, chez les patients dépressifs non traités. Le cerveau rétrécit littéralement. Mais voici ce qui est encore plus troublant. Cette atrophie n'est pas uniforme. Elle touche spécifiquement les zones responsables de la mémoire émotionnelle, de l'apprentissage et de la régulation du stress. Comme si la dépression réussissait à cibler précisément les circuits qui pourraient t'aider à t'en sortir en fait. On dirait une sorte de sabotage neurologique en règle. Ton cerveau arrête ses travaux de rénovation précisément quand il en a le plus besoin. Alors les circuits, ils s'abîment, les connexions se rompent et l'architecture mentale s'effrite. Et évidemment, dans ce délabrement progressif, chaque émotion devient plus difficile à réguler, chaque stress devient plus difficile à gérer, et chaque jour plus difficile à traverser. La dépression se nourrit de sa propre destruction. L'axe du stress. L'alarme incendie coincée. Parlons maintenant du système le plus archaïque et le plus puissant de ton cerveau. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Un nom barbare pour désigner axe du stress, ton système interne, bien plus simple. Normalement, ceci fonctionne comme un détecteur de fumée ultra sophistiqué. Il s'active en millisecondes face au danger, il mobilise tes ressources, il accélère ton cœur, tu ressens un afflux nerveux vers les muscles, il libère les hormones, et puis, une fois la menace passée, il se calme. C'est un magnifique mécanisme de survie. Sauf que Bruce McEwen à l'université Rockefeller a documenté en 2007 comment, sous stress chronique, ce système anti-panique reste bloqué en mode alerte rouge. Ton cerveau primitif croit être en danger de mort permanent. Imagine, c'est un peu comme si t'étais poursuivi par un lion mais pendant des mois. Donc ton corps il maintient ce niveau d'activation catastrophique pour des menaces qui ne nécessitent pas de fuir ou de combattre. Par exemple, un patron désagréable, des factures en retard ou un couple qui bat un petit peu de l'aile. Résultat, ton corps inonde tes circuits cérébraux de cortisol, de l'hormone du stress. Le cortisol, il n'est pas dangereux en soi, en tout cas pas à petite dose, puisqu'il te sauve la vie. Mais à haute dose et prolongée, il devient un poison neurologique. Le cortisol endommage les connexions neuronales, surtout dans l'hippocampe et le cortex préfrontal. Précisément les zones qui régulent l'humeur et le stress. Encore un cercle vicieux parfait. C'est donc comme avoir une alarme incendie qui hurle 24 heures sur 24, même quand il n'y a pas de feu. Au bout de quelques mois, non seulement tu ne supportes plus le bruit, mais tu finis par ne plus entendre les vrais dangers. Tu développes une surdité émotionnelle. L'inflammation. La guerre civile de ton corps. Découverte majeure qui a bouleversé la psychiatrie dans les années 2010. La dépression n'est pas seulement dans la tête, c'est aussi dans le corps, les cellules et le sang.
Andrew Miller a montré que 40% des patients dépressifs présentent des taux élevés de molécules inflammatoires, les cytokines, au nom barbare comme l'IL-CYT ou le TNF-alpha. Ces molécules sont normalement tes alliés. Elles coordonnent la réponse immunitaire quand tu attrapes une grippe ou quand tu te blesses. Elles activent l'inflammation pour combattre l'infection, puis se calment une fois le travail terminé. Mais chez les dépressifs, les cytokines restent activées en permanence, alors qu'il n'y a pas d'infection et pas de blessure visible, un peu comme des soldats qui continueraient à tirer après la fin de la guerre. Résultat, ton système immunitaire se retourne contre tes propres circuits cérébraux. C'est littéralement une auto-inflammation du cerveau, une guerre civile biologique où ton corps attaque ton esprit. Et cette inflammation cérébrale crée exactement les symptômes de la dépression. Une fatigue écrasante, une perte d'appétit, des troubles du sommeil, l'anédonie, difficulté de concentration, comme si ton cerveau était en permanence dans l'état grippe, sauf qu'il n'y a pas de virus à combattre. C'est aussi pourquoi certains anti-inflammatoires montrent des effets positifs sur certains types de dépression. On éteint l'inflammation et du coup, l'humeur suit. On soigne le corps et on guérit l'esprit. Et cette découverte, elle chamboule tout. La frontière entre maladie physique et maladie mentale s'effondre. Un cerveau dépressif est aussi malade qu'un corps en grippe. La spirale descendante, l'effet domino neurologique. Wendy Suzuki a décrit cette spirale descendante qui piège tant de cerveaux dans un cycle autodestructeur. Le stress chronique crée de l'inflammation fait baisser le BDNF, ce qui crée une atrophie de l'hippocampe, qui crée une mauvaise régulation émotionnelle, qui crée donc plus de stress et qui crée donc plus d'inflammation. Chaque dysfonctionnement nourrit tous les autres. C'est un cercle vicieux qui peut durer des années, des décennies, et même sans intervention extérieure. Malgré tout ça, il y a de l'espoir, car l'inflammation peut s'éteindre. Le BNF peut se relancer, l'axe du stress peut se recalibrer, la dopamine peut retrouver ses récepteurs. La neuroplasticité fonctionne dans les deux sens. Les circuits qui se dégradent peuvent se réparer avec les bonnes stimulations, les bons environnements et les bonnes molécules utilisées intelligemment. L'orchestre cérébral peut retrouver son chef, il peut réaccorder ses instruments, il peut rejouer des mélodies harmonieuses. Mais pour cela, il faut comprendre qu'on ne répare pas juste une chimie, on transforme aussi un environnement. Et justement, nous entrons dans une ère thérapeutique révolutionnaire, des molécules à action rapide qui court-circuitent les anciens circuits, des neuromodulations de précision qui stimulent directement les zones défaillantes, des psychothérapies intensives qui reprogramment les patterns mentaux. Un arsenal de réparation neurologique inédit dans l'histoire humaine. Alors, comment répare-t-on concrètement cette symphonie brisée ? Comment relance-t-on un orchestre cérébral en panne ? Quels sont donc les outils qui marchent vraiment, au-delà des promesses marketing et des effets de mode ? C'est ce que nous allons explorer maintenant et sans complaisance. Ce qui marche vraiment, au-delà du marketing. D'abord, les fondations solides. Avant de parler des innovations clinquantes qui font les gros titres, commençons par ce qui fait ses preuves. Parce que, malgré les promesses marketing du développement personnel et les révolutions annoncées chaque trimestre, certaines approches marchent vraiment, solidement et durablement. Et parfois, comme souvent, les solutions les plus efficaces sont aussi les moins spectaculaires. Les thérapies cognitivo-comportementales. Réparer les circuits de pensée. Une méga-analyse publiée dans The Lancet en 2018 a compilé 522 essais cliniques sur plus de 100 000 patients suivis pendant 30 ans. Selon cette étude, les TCC produisent une amélioration significative chez environ 2 patients sur 3, bien que les résultats varient selon les études et les critères d'évaluation. Leur efficacité semble comparable aux antidépresseurs, évidemment sans effet secondaire. Et contrairement aux molécules, l'amélioration persiste souvent après l'arrêt du traitement. Mais c'est quoi les TCC concrètement ? Les TCC, c'est un travail de détective de tes propres pensées, où un thérapeute t'aide à identifier ce fameux schéma cognitif dysfonctionnel, ces pensées automatiques toxiques qui tournent en boucle. Exemple typique. Tu reçois un message sec de ton patron. Pensée automatique, il va me virer. Cette pensée, il va me virer, déclenche l'anxiété. Anxiété qui génère des comportements d'évitement, comportements qui confirment ta pensée initiale. C'est donc un cercle vicieux. Donc le travail en TCC consiste à identifier cette pensée automatique, à examiner les preuves pour ou contre,
Pourquoi est-ce que je pense qu'il va me virer? Comment je peux me prouver qu'il ne va pas me virer? Ça permet de développer des pensées alternatives plus réalistes et aussi de tester des nouvelles pensées dans l'expérience. C'est un peu comme corriger des lignes de code défectueuses dans un logiciel mental qui bug. Tu reprends le contrôle de la programmation mentale. Limite importante à préciser, en dépression sévère, quand la concentration est trop altérée, ça sert à rien. C'est comme vouloir reprogrammer un ordinateur qui n'arrive même plus à démarrer. Il faut d'abord stabiliser biologiquement et ensuite on restructure psychologiquement. L'activation comportementale, rallumée par l'action. Voici une découverte contre-intuitive qui bouleverse notre compréhension. Parfois, l'action précède l'émotion, et pas l'inverse. Des études suggèrent que réengager progressivement des activités peut produire des effets comparables aux antidépresseurs dans certains cas. J'ai bien dit certains cas de dépression modérée. Modérée, la dépression. Mais comment ça marche? D'abord, il faut établir avec son thérapeute une liste d'activités qu'on faisait avant la dépression et qui nous procuraient du plaisir ou un sentiment d'accomplissement. Ça peut être des actions très simples comme écouter de la musique, prendre un bain, appeler un ami, se faire un bon thé, bref. Ensuite, il faut hiérarchiser par difficulté. On va commencer par le plus facile, le plus accessible, celui qui demande le moins d'énergie. Et le protocole, tu vas voir, est d'une simplicité déconcertante. Tu programmes cette activité dans ton agenda, comme un rendez-vous médical ou quoi ou qu'est-ce. Et tu le fais, même sans envie, et surtout sans envie. Pendant l'activité, ensuite, tu notes ton niveau de plaisir et d'accomplissement sur une échelle de 0 à 10. Et là, je t'assure, même un 2 sur 10, c'est une victoire. Tes circuits de récompense se réactivent progressivement. C'est un peu comme si on allait rallumer un moteur froid. On le force à tourner jusqu'à ce qu'il redémarre tout seul. Et alors là, le cerveau réapprend le plaisir par la pratique et pas par la réflexion. Cette approche que j'apprécie beaucoup et que j'utilise beaucoup en thérapie aussi contourne le piège de la motivation. En dépression, attendre d'avoir envie pour agir, tu peux attendre toute ta vie. Ici, l'émotion suit l'action et pas l'inverse. Les révolutions médicamenteuses, entre espoir et réalisme. L'eskétamine, court-circuiter la lenteur. L'eskétamine, c'est une version purifiée de la kétamine, un anesthésique des années 1960 qui a révolutionné la psychiatrie en devenant le premier antidépresseur à action rapide. Contrairement aux ISRS classiques qui mettent 4 à 6 semaines pour agir, l'eskétamine peut produire des effets en quelques heures. Les études montrent des taux de réponse qui varient, mais certaines suggèrent une amélioration chez environ 2 patients sur 3 en dépression résistante. Et le mécanisme est fascinant. Au lieu d'agir sur la sérotonine comme les antidépresseurs classiques, l'eskétamine bloque les récepteurs NMDA et relance le glutamate. On ne va pas rentrer dans les détails, mais cette action déclenche une cascade qui réactive la production de BDNF et stimule la neuroplasticité. C'est comme redémarrer directement ton système de croissance neuronale au lieu d'attendre qu'il se répare lentement. Mais attention au raccourci. L'eskétamine ne convient qu'aux dépressions sévères résistantes à au moins 2 mois de traitement classique. L'administration se fait uniquement en centre spécialisé, en spray nasal et sous surveillance médicale pendant 2 heures. Pourquoi cette surveillance ? Parce que l'eskétamine, c'est fort, et ça provoque des effets dissociatifs fréquents, comme une sensation de sortir de son corps, ou une distorsion du temps, et parfois même des hallucinations légères. Ces effets sont bien sûr temporaires, mais nécessitent un encadrement. Autre petit bémol, c'est le prix. Environ 800 € par mois, partiellement remboursé en France depuis 2022, sous conditions très strictes. Ne se fait pas prescrire de l'eskétamine qui veut. Et ce n'est pas non plus la pilule miracle universelle. C'est un outil de dernier recours remarquablement efficace dans son domaine très spécifique. La psilocybine. Renaissance sous haute surveillance. La psilocybine, molécule active des champignons hallucinogènes, fait l'objet d'essais cliniques prometteurs pour la dépression résistante. Les premiers résultats de certaines études montrent des taux de rémission qui varient, certes, mais qui atteignent parfois plus de 50% à 6 mois. Pourquoi ? Comment ça marche tout ça ? La psilocybine désorganise temporairement les réseaux neuronaux rigides de la dépression, et elle permet alors la création de nouvelles connexions. Un peu comme si on pouvait reformater un disque dur mental saturé de patterns dysfonctionnels. Mais attention aux raccourcis dangereux qui sont médiatisés. Ces études se déroulent dans un cadre médical ultra strict, avec des protocoles types. Déjà, les patients sont sélectionnés rigoureusement. Il y a beaucoup de contre-indications, c'est quand même un champignon hallucinogène, gardons-le à l'esprit.
Il faut aussi préparer psychologiquement pendant plusieurs semaines les patients. Ça prend du temps. La psilocybine est administrée en milieu hospitalier avec 2 thérapeutes présents. Les séances durent de 6 à 8 heures et sont sous surveillance médicale constante et un suivi psychologique intensif est obligatoire pendant plusieurs mois. Donc ce n'est pas de l'automédication psychédélique qu'on peut voir sur Netflix, c'est de la psychiatrie de pointe avec un encadrement que peu de centres peuvent fournir aujourd'hui. En France, on va pas encore les voir, ces traitements, ils seront pas disponibles avant 2026-2027 et là c'est encore au plus tôt. Et ils resteront bien sûr réservés aux cas sévères résistants dans des centres spécialisés disposant des équipes formées et des autorisations réglementaires. La psilocybine ici n'est pas utilisée pour faire un méga-trip et explorer sa conscience, c'est un médicament expérimental avec des risques significatifs. Pour ça qu'on va attendre un petit peu. La neuromodulation, stimuler pour réparer. La stimulation magnétique transcrânienne. La RTMS, c'est de la science-fiction devenue réalité. On place une bobine magnétique sur ton crâne qui envoie des impulsions ciblées vers des zones cérébrales spécifiques. Le principe, c'est que dans la dépression, le cortex préfrontal dorsolatéral gauche, qui est la zone cruciale pour la régulation émotionnelle, est hypoactive. Elle marche pas très bien. La RTMS le stimule directement avec des champs magnétiques, comme si on voulait redémarrer un circuit électrique en panne. Une méta-analyse récente portant sur 89 études et 4500 patients rapporte des taux d'amélioration clinique, bien sûr variables, mais qui atteignent environ 50 à 60% selon leurs études. Ces chiffres doivent être pris avec prudence car les méthodologies, bien sûr, elles peuvent varier entre les études. Mais le protocole standard, c'est 36 séances de 20 minutes sur 6 semaines. Tu es assis confortablement, une bobine contre ton crâne qui émet des impulsions, et oui, ça fait un petit bruit de mitraillette, et tu sens des petites secousses sur le cuir chevelu. Ce ne sont pas des électrochocs. Avantage à ce traitement, c'est que c'est non invasif, c'est-à-dire que tu peux reprendre tes activités juste après. Le problème, c'est le prix. 3 000 à 5 000 euros, bien que ça soit remboursé en France 2018, encore pas tout à fait je pense, et surtout l'accès reste très limité car tous les centres ne sont pas équipés ni formés. On pourrait se douter qu'il y ait quelques effets secondaires comme des maux de tête, quelques convulsions chez les personnes prédisposées et c'est pourquoi un bilan médical préalable est obligatoire. Donc ce traitement est jugé pour être assez efficace mais pas magique. Et il faut dire aussi que ça demande un engagement temporel important et financier. La stimulation électrique transcrânienne. Version plus accessible de la neuromodulation, la TDCS utilise un courant électrique très faible, 2 mA, moins d'une pile, appliqué via 2 électrodes sur le crâne pendant 20 minutes. L'idée, c'est de moduler l'excitabilité neuronale dans les zones ciblées. Une électrode stimule, l'autre inhibe, ce qui crée un rééquilibrage de l'activité cérébrale. Des études récentes, encore préliminaires à ce stade, testent même des traitements à domicile via casque connecté avec suivi télémédecine. Certains résultats suggèrent des taux de rémission atteignant 45% versus 30% avec antidépresseurs seuls. Mais là, on est encore au début, ces chiffres demandent à être confirmés. L'avantage, c'est que ça coûte moins cher, le coût est réduit et c'est beaucoup plus simple en apparence. L'inconvénient, c'est que les effets sont aussi plus subtils que le RTMS évoqué précédemment et surtout, même si ça semble simple, ça reste un traitement médical qui modifie l'activité cérébrale. Donc, n'essayez pas de trouver des casques de stimulation cognitive vendus sur Internet. La TDCS thérapeutique nécessite un diagnostic précis, un positionnement d'électrode exact et des paramètres individualisés et bien sûr un suivi médical. L'axe intestin-cerveau. Réparer le ventre. Pour rappel de notre section anatomique, une partie importante de la sérotonine est produite dans ton intestin. Des recherches récentes explorent comment influencer cette production via le microbiote. Certaines études sur des souches probiotiques spécifiques suggèrent des réductions des scores de dépression de l'ordre de 20 à 30%. Mais attention, ces résultats sont encore préliminaires et les mécanismes encore mal compris. Comment ça marche ? En théorie, les bonnes bactéries influenceraient la production de neurotransmetteurs dans l'intestin, qui communiqueraient ensuite avec le cerveau via le nerf vague. Ton microbiote, c'est un peu comme une usine pharmaceutique naturelle. Et c'est fascinant tout ça, mais nous n'en sommes qu'au début de la compréhension. Les probiotiques ne sont pas encore un traitement validé pour la dépression, sont plutôt un complément potentiel à explorer avec un médecin. Et méfie-toi des probiotiques antidépression si tu en vois vendus sans prescription.
Le microbiote est d'une complexité inouïe, avec des centaines d'espèces bactériennes, donc prendre n'importe quoi n'aura probablement aucun effet. L'exercice physique, la molécule naturelle la plus fiable. Une méga-analyse récente portant sur 97 études et 128 000 participants, l'une des plus vastes jamais réalisées, suggère que l'exercice régulier peut égaler les antidépresseurs dans un certain pourcentage de dépression légère à modérée, environ 60 à 70%. Pourquoi ça marche ? Les mécanismes, là encore une fois, sont multiples. Déjà, le sport augmente la production de BDNF. Le sport permet aussi de libérer des endorphines, qui sont des opiacés naturels, une très très bonne drogue pour le cerveau. Le sport améliore la qualité du sommeil, il stimule aussi la neuroplasticité et il aide aussi à réduire l'inflammation systémique. Et là, la prescription est concrète selon des recommandations scientifiques. 150 minutes d'exercice modéré par semaine. Exercice modéré, ça veut dire marche rapide, vélo tranquille ou 75 minutes d'exercice intense. Course à pied, natation, à un rythme assez rapide et soutenu. La répartition suggérée, c'est 3 séances de 25 minutes intenses ou 5 séances de 30 minutes modérément. L'important, c'est pas l'intensité, c'est plutôt la régularité. Et surtout, ne pas tout caser le week-end en 2 jours. Les effets secondaires positifs, on améliore la santé cardiovasculaire, le renforcement osseux, on a une meilleure estime de nous-mêmes et le rapport bénéfice-risque est le plus favorable de tous les traitements. La seule limite ici, c'est qu'en cas de dépression sévère, même sortir de chez soi peut sembler insurmontable. Donc évidemment, pour les cas plus graves, l'exercice physique fonctionne mieux en complément d'autres traitements qu'en monothérapie. Et enfin, passons à nos antidépresseurs classiques. Soyons factuels sur les antidépresseurs classiques. La plus grande méta-analyse jamais réalisée, 522 études sur 116 000 patients, montre qu'ils fonctionnent dans environ 60% des cas, selon certains critères, avec rémission complète dans 30 à 40% des cas, selon d'autres. Ces variations dans le chiffre révèlent une réalité. L'efficacité dépend énormément de comment on la mesure et sur quelle population et avec quels critères. Ce qu'on sait aujourd'hui avec certitude, c'est qu'ils sont plus efficaces que le placebo dans les formes modérées à sévères, mais moins dans les formes légères. Donc c'est pas un miracle en soi, mais c'est un outil précieux, surtout quand il est combiné aux psychothérapies. Le vrai problème, c'est trouver le bon antidépresseur et ça relève beaucoup du tâtonnement. Ton médecin va peut-être tester la fluoxétine pendant 6 semaines, et si ça marche pas assez, ça va être la sertraline, et si les effets secondaires sont trop gênants, on essaie encore autre chose. Et c'est un parcours du combattant qui s'explique. Nous avons plus de 20 antidépresseurs disponibles, mais aucun marqueur biologique fiable pour prédire lequel fonctionnera chez soi. Mais il y a une bonne nouvelle qui commence à émerger et qui peut-être nous facilitera la tâche plus tard. Il y a certains tests pharmacogénétiques qui analysent les variantes génétiques donc pour prédire ton métabolisme des différentes molécules. Donc, ces tests peuvent éviter des mois de tâtonnement, oui, quand ils sont disponibles, sauf que ça coûte 300 € et le remboursement est là encore très variable. Nous remontons maintenant de cette double plongée dans les abysses neurologiques et dans l'arsenal thérapeutique moderne avec des certitudes qui changent tout. Première révélation, un cerveau dépressif n'est pas cassé. Il réagit intelligemment à un environnement qui active méthodiquement tous les leviers biologiques de l'effondrement. Ton orchestre neuronal ne joue plus que des dissonances parce que notre monde moderne lui impose une partition toxique. Deuxième révélation, nous avons aujourd'hui des outils remarquables pour réparer cette symphonie brisée. L'arsenal est là. Nous avons des molécules révolutionnaires, des techniques de pointe et des approches qui sont validées scientifiquement. On ne parle pas de miracle, mais on parle de solutions qui marchent. Et voici la contradiction que, je vous rassure, j'assume pleinement. Oui, je critique cette industrie qui crée les conditions de la maladie et qui en vend les remèdes. Mais en réalité, quand quelqu'un souffre ici et maintenant, je ne vais pas lui dire juste d'attendre que la société change. Non. Donc je pense que oui, on peut soigner l'individu et questionner ce qui l'a rendu malade. On peut réparer la chimie cérébrale et transformer l'environnement qui l'empoisonne. Les deux ne sont pas incompatibles, au contraire, ils sont à apprécier simultanément.
Mais derrière tous ces protocoles, derrière toutes ces molécules, derrière toute cette science de pointe, il reste quelque chose d'irremplaçable. La qualité humaine de l'accompagnement. Car dans l'intimité d'un cabinet thérapeutique, bien loin des statistiques et des méta-analyses, se joue quelque chose d'unique. Une rencontre entre deux êtres humains. L'un qui souffre et l'autre qui a appris à tenir l'espace pour cette souffrance. Alors dans notre dernier épisode, je vais t'ouvrir les portes de mon cabinet. Je vais te raconter ce qui se passe vraiment quand une âme brisée pousse ma porte. Je te parlerai de mes erreurs, de mes découvertes et de cette alchimie mystérieuse qui permet parfois à quelqu'un d'aller mieux. Je ne te parlerai pas de version marketing de l'hypnose miracle, mais simplement de réalité humaine et imparfaite de ce métier qui est impossible autant que nécessaire. L'art d'accompagner l'âme en panne. C'était Maëva et je te donne rendez-vous très bientôt pour cette exploration finale dans l'intimité thérapeutique. Un voyage au cœur de ce qui nous rend humains. D'ici là, prends bien soin de toi, de ta complexité neurobiologique. Elle raconte l'histoire de ton adaptation à un monde qui a oublié, légèrement oublié, nos besoins fondamentaux.